Je m'appelle Benjamin Rosenberg, j'ai publié 3 romans, dont 2 chez l'Harmattan. Voilà mon dernier roman publié à côté que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors c'est un roman d'initiation au travers de 3 jeunes français d'à peu près 25 ans, qui vont chacun vivre un événement qui va les faire évoluer vers la vie d'adulte, qui va les faire mûrir. Le premier, c'est un existentialiste qui se demande pourquoi on est sur Terre et où on va. Il se pose encore ces questions-là. Voilà, via la quête existentialiste de sens, il va trouver un sens à sa vie. Alors il va voyager, il va aller à la rencontre des pauvres, notamment. Le second, c'est un artiste qui va épouser l'autonomie financière. Il ne vit pas de son art et il décide de passer en fait de la marginalité du monde de l'art à une autre marginalité, qui est la marginalité de l'ubérisation. Il devient livreur Deliveroo, il livre des repas à domicile. Mais en tout cas, il s'émancipe financièrement. Et lui, c'est par ce biais-là qu'il va se sentir devenir adulte. Et puis le troisième, c'est un parallèle avec ce second personnage. Lui est écrivain, il finit son école de commerce. Et pareil, il va devoir trouver un métier, parce qu'il s'était toujours dit, quand je finirai mes études, si je n'arrive pas à vivre de ma plume, je devrais trouver autre chose. Et donc il est bien obligé de trouver autre chose tout en continuant d'écrire. Donc voilà, c'est l'histoire de ces 3 amis qui chacun vont à leur manière devenir adultes. Alors les thèmes de l'ouvrage, il y en a pas mal. Déjà, il y a effectivement le quotidien des Français de 25 ans, d'aujourd'hui, de ma génération. Donc je parle pas mal d'ouverture d'esprit, je parle pas mal de réseaux sociaux et de télé-réalité. Alors c'est une critique assez acerbe de la télé-réalité d'une part, parce que mes personnages, enfin en tout cas certains d'entre eux considèrent que la télé-réalité est nocive pour les téléspectateurs parce que finalement elle les empêche de s'élever, elle les empêche de se cultiver, puisqu'elle montre des gens qui sont bêtes ou qui veulent donner l'impression qu'ils sont bêtes. En les regardant, on est rassuré et ça donne pas envie de s'élever derrière. Et puis il y a aussi une critique des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un miroir de la vie des gens. Un miroir est toujours déformant. Donc les gens montrent la vie telle qu'ils veulent la montrer, d'autres la voient telle qu'ils veulent la voir. Voilà, donc il y a aussi cette critique-là qui est inhérente à cette génération-là. Il y a aussi, voilà, il y a la drogue aussi, beaucoup de drogue, beaucoup de sorties. Voilà, donc je décris cette génération. Il y a aussi la musique qui est très présente au sein du roman, par le biais de la musique classique. L'un de mes personnages est fan de musique classique, donc elle est très présente, et par le biais de la musique électronique également, la techno, la house, puisqu'il y a beaucoup de sorties et qu'il y a beaucoup de techno et de house en sortie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème? Il y a le thème de la pauvreté, avec les SDF, avec les migrants également. Il y a une vraie réflexion sur la pauvreté. Mes inspirations, c'est ma génération, tout simplement. Donc la génération Y, qui va plus ou moins de 25 à 35 ans aujourd'hui. Moi, je me situe pile au milieu. Voilà, c'est ma génération, c'est à la fois la beauté de cette génération, donc qui réside dans son ouverture d'esprit, comme je disais tout à l'heure, mais aussi voilà, la superficialité de cette génération, qui cette fois réside dans son attachement aux réseaux sociaux, son attachement à la télé-réalité, son dénigrement des livres pour certains. De moins en moins de gens lisent, de plus en plus de gens se cultivent via les séries. C'est intéressant, mais c'est différent. Voilà, ma source d'inspiration, c'est vraiment ma génération à moi. Toutes les places de l'église Saint-Julien-le-Pauvre étaient occupées. Teresa Skekaj arriva d'un pas pressé, même brutal. Elle salua, s'assit au piano et se mit à jouer une mazurka, puis deux, trois et quatre. La première fut rapide et gaie, les morceaux suivants s'enchaînèrent dans une tristesse croissante. La Pologne avait été heureuse avant le mois de novembre 1830. Les gens avaient vécu, s'étaient amourachés, avaient souffert, s'étaient sentis atrocement seuls. Ils étaient demeurés prisonniers de l'Empire russe, mais avaient été relativement libres, soumis mais relativement libres. La liberté, c'est souvent le brouhaha du monde, le faste et l'apparat, l'accomplissement par le paraître, la première mazurka. Ensuite avait surgi l'insurrection et la guerre, la douleur de la violence et de la mort, les deuxième et troisième mazurkas. Elle s'articulait de manière énergique, de courts mouvements, des petites touches rapides et sautillantes entre les balles. La résistance s'organisait. Des Polonais se battaient entre les projectiles de plomb.
Enfin était survenue la victoire finale russe en 1831, la mélancolie de la défaite souverainiste, mais aussi la culpabilité pour Chopin de vivre hors de sa mère patrie, plus que jamais soumise à l'Empire russe, la quatrième mazurka. Teresa Skekaj fit une longue pause. Ses yeux s'élevèrent en direction du plafond de l'église, puis elle baissa le regard vers son porte-partition, pourtant nu. Le piano reprit, la ballade numéro 1 en sol mineur avait envahi l'église. Le début était lent, mélancolique et majestueux. La seconde partie s'articulait avec un tempo plus soutenu. Le regard du jeune homme s'égara dans les enluminures de la nef, tandis que des larmes coulèrent sur ses joues. Le troisième acte du morceau, presque identique au premier, s'acheva par un mouvement au tempo prestissimo qui provoqua chez lui une suffocation. Il ressentit également quelques sueurs froides au moment où Teresa Skekaj tapa le clavier, avant de finir sur une note grave, soudaine, esselée, surprenante. Teresa Skekaj se leva de la banquette, salua l'auditoire puis se retira. Avant qu'elle ne réapparaisse pour le rappel, il se leva à son tour et se sauva de l'église. Il n'aurait pu rester un instant de plus. Son corps aurait fini par lâcher. Ses jambes se traînaient avec paresse et nonchalance sur les trottoirs. Il semblait qu'il avait les jambes les plus lourdes du monde.